De mon côté, c'est prêt, ça sonne dans 20 minutes. Tu es sûr que on n'est pas trop loin de ta machine? Non, je pense que c'est déjà le cadre. Elle est sensible? Oui. Bon, je lui fais confiance. On verra. On verra. Bon, c'est un essai. Je peux commencer si tu veux. Oui. Épiloguer un peu sur nos entretiens. Ce qui manquerait, disons. Oui. Qu'est-ce qui a pu nous échapper pendant que nous échangions cet hiver de part et d'autre de l'Atlantique? Je pense que tu as mis le meilleur de tes soins à circonscrire là où les questions, et moi, à voir en quoi elles épousaient celles dont j'étais pareillement préoccupé. Je pense que le seul biais, le seul décalage, il est d'ordre temporel. Tu es arrivé après. Un certain nombre d'expériences que j'ai faites, celles de l'immédiate après-guerre, t'ont été épargnées. D'autres que tu as faites et qui m'étaient fermées, c'est la découverte du vaste monde, parce que tu es le contemporain de la double et triple révolution sur laquelle je n'en finis pas d'épiloguer. C'est les transports, je vais profiter immédiatement, tout de suite, partir. Il n'y a plus de frontières. Alors pour ce qui me concerne, je sentais encore à quel point était mal franchissable celle du canton. La révolution de l'information, ça y est, on sait. Et même si elle n'intervient pas directement dans notre affaire, la révolution du procès de production. Ce que Galbraith annonçait l'année même qui a précédé celle de ta naissance, Affluent Societies. On y est. Il a fallu que quelqu'un, pas n'importe où aux États-Unis d'Amérique, un économiste, signale que la parcimonie, la pénurie qui avait été des composantes de la vie humaine, les puissantes de la Terre exceptées, venait soudain de disparaître de l'horizon, et que l'abondance était là, qu'on pouvait se procurer non seulement le nécessaire, mais le superflu. De là, sans doute, le caractère de fête qui t'a peut-être échappé parce que tu n'as pas connu la veille de la fête des années immédiatement consécutives à ta naissance. Vivre est une fête. Des biens qui étaient sinon inconcevables, du moins inaccessibles, sont là, tout proches. J'entends comme une grande voix rieuse, gaie, captieuse. Prenez. Prenez. Si j'en ai eu conscience, j'ai grandi avec cette découverte. Mais c'était ma première. C'est ça. L'effet de contraste n'a pas joué pour toi. Non. Il n'y avait pas en regard l'un ou l'une de l'autre la pénurie, mais vraiment le rationnement qui a duré mettons une dizaine, une quinzaine d'années après la guerre. Ça, j'ai pas vécu. Non, rationnement de nourriture d'abord. On réserve, j'avais en parlé, le lait entier et les agrumes aux enfants. Et nos mères peuvent se procurer des biens que momentanément le restant de la communauté adulte doit regarder d'un œil que j'imagine luisant sans pouvoir y toucher. J'ai encore un souvenir. Mon père change de voiture. Il a fallu patienter, je crois, 1 an et demi ou 2 ans avant que le modèle qu'il avait commandé n'arrive. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire pour nous fourguer les voitures. On est en surcapacité depuis 20 ou 25 ans. On délocalise, on réduit la production, on ne sait pas quoi inventer pour trouver preneurs, les gadgets. Et comme je garde un souvenir assez vif des premiers temps, le deuxième temps, le tournant des années 60, me reste extrêmement présent à l'esprit, de gaieté, d'abondance, d'exubérance, d'effervescence, d'ivresse, infinité de choses s'engouffrent dans la brèche que la reconstruction et le renouvellement, l'extension d'appareils
de production viennent d'ouvrir dans une vieille muraille grise, étroite, accablante, oppressante de la vie. Et je serais volontiers porté à ajouter l'accès au texte contemporain à cette liste à peu près inépuisable de bienfaits qui nous sont soudain prodigués. On va être enfin, non pas seulement par corps, mais en pensée, des contemporains de notre temps, non plus celui qui avait pris au Moyen-Âge ces quartiers de notre petite patrie, mais celui des lieux fortunés, celui des grandes villes, des puissantes agglomérations, pourvues, par exemple, d'établissements d'enseignement supérieur, alors qu'on comptait sur les doigts d'une main ceux qu'on pouvait croiser dans les rues de mon enfance, qui avaient bénéficié du privilège de s'expatrier pour étudier. Et donc, je baisse un peu la voix. Je n'ai pas pu ne pas constater qu'à la vérité, il n'avait pas réussi, malgré l'exil et les études, à s'affranchir de notre âme indigène. En témoignait le fait qu'ils étaient revenus. Au lieu que si j'avais été, ou que pour la chose autrement, s'ils s'étaient libérés. Leur premier souffle était de se faire nommer ailleurs. Allô? C'est une erreur. Bien. Je continue. On continue. Il marche toujours. Où en étais-je? Oui. D'être revenu. Oui, le simple fait de revenir. Revenez, pour ce qui me concerne, de mon point de vue, à faire litière tous ces biens auxquels ils avaient eu plus ou moins brièvement accès. Et j'en ai la preuve dans le fait qu'à aucun moment, ce qu'ils ont raconté aux élèves que nous étions n'a éclairé à aucun moment la triste condition qui était la nôtre et que nous commencions déjà de souffrir impatiemment. C'est à cela que je vois que nous étions restés étrangers à ces enseignements, à ces clartés, et que c'est juste après, quand eux-mêmes étaient pour quitter la carrière, que nous avons commencé d'entrevoir qu'il y avait une sorte de double fond, et que sous la réserve, bien évidemment, de se donner la peine qu'il fallait, on pouvait y accéder, et à ce moment-là, à ce compte-là, être fixé sur ce qui en était de ce que nous étions, c'est-à-dire, pour le dire un peu brutalement, n'étions pas, prendre la mesure de l'énormité de la dépossession, du déficit dont nous étions les victimes, et puis travailler, le front plissé, à y remédier. C'est bien, me semble-t-il, qu'il faut partir. Tu n'as jamais eu à pâtir de cette carence, puisque un sort favorable, du moins dans un premier temps, t'a fait naître dans un univers qui avait déjà en sa possession, c'est bien, c'est très heureux, c'est pas impunément, me semble-t-il, qu'on est le fils de des professeurs de philosophie. Tu n'avais qu'à lever le nez, ouvrir les oreilles, pour recueillir la source des vérités les plus élaborées qui fussent disponibles à ce moment-là dans le pays. Ne crois pas que je parle légèrement, virgule, Frédéric-Yves. J'ai fréquenté, quand je suis arrivé à Paris, des fils de profs de philo. Et j'ai instantanément perçu la différence qu'il pouvait y avoir
entre eux et moi. Il n'avait qu'à tendre la main vers les rayonnages de la bibliothèque parentale pour prendre immédiatement connaissance de telles choses qui les troublaient. Au lieu qu'il n'y ait aucun adulte vers qui je puisse me tourner et auprès de qui m'ouvrir de mon extrême, de ma douloureuse perplexité. Je pense qu'il faudra que, dans cet entretien, tu livres quelques confidences sur ce que c'est que d'arriver avec une jolie petite cuillère en argent, même si elle est immatérielle, dans le bec. J'en ai assez peu profité, mais j'ai eu à ma disposition. Tout cela existait. Ceci existait avant que tu ne sois. Tu étais précédé dans ce monde par ces clartés dont je dirais qu'elles étaient comme répandues sur tes éveils, même si tu n'avais aucunement conscience de ce que tu t'éveillais, de ce que c'était des clartés, et qu'elles pouvaient apporter une contribution décisive à ton cheminement. Oui, oui, tout à fait. Tu n'es pas né profondément étranger à la culture lettrée. Moi, si. Et tous mes petits compatriotes. Ça change tout, M. Janet. Il est même singulier, j'y songeais, que tu ne te sois pas spontanément tourné vers la philosophie. À un moment, j'y ai pensé. C'est resté platonique. Lorsque tu as pris tes inscriptions, ça n'était pas dans le département de philosophie. Alors que tu avais derrière toi une ombre, au moins, une personne de chair et d'os qui pouvait te laisser entendre que c'était là le chemin et que tous les autres n'étaient que des sentiers obscurs. J'ai été très, très vite dépossédé de ça avec la mort de mon père. Oui, bien sûr. Et ma mère s'est orientée vers les lettres et elle m'a fait parler de philosophie. Elle a enseigné les lettres. Et après ça. Et j'étais mal à l'aise dans ce monde aussi. Le monde de la philosophie. Le monde où j'étais. Ah. Alors. On n'est jamais content. On n'est jamais satisfait. C'est la question. S'est-il jamais trouvé d'enfants, j'emploie même parfois le subjonctif, qui fussent heureux qui trouvassent leur compte au monde dont vous avez hérité. J'ai croisé ici, parfois, des gosses qui, manifestement, n'avaient pas d'objection majeure à adresser à l'univers qu'ils avaient engendré, nourri, porté. Mais il me semblait que, aussi souvent, si ce n'est plus, ceux avec lesquels il m'est arrivé d'agiter la question du commencement émettaient des réserves les plus expresses sur le sort qu'on leur avait fait. Alors, je sais bien que, tu es prêt, je vais citer Marx, l'essence de l'homme, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Et que, s'il est vrai qu'il existe un amour du destin, amor fati, en principe, malgré toutes les réserves qu'on peut émettre, on a plutôt tendance à reproduire la position de ceux qui nous ont devancés. Donc le monde, en quoi il consistait, qu'ils avaient fait, qu'ils nous ont proposé ou imposé. Mais il n'en demeure pas moins que si notre essence réside dans les rapports sociaux, on sera d'autant plus enclin à refuser ce qui nous a été livré si on a le sentiment plus ou moins fort qu'il manque quelque chose. Matériellement, je n'ai manqué de rien. En revanche, il s'agissant de comprendre un peu ce qui pouvait bien m'arriver, j'ai eu instantanément et continuellement par la suite le sentiment que quelque chose faisait défaut, que les bons livres
des références précises qui m'auraient aidé à m'y retrouver, ne figuraient pas dans l'allocation natale. Donc, la suite, on l'a évoqué, s'imposait, travailler dans le temps d'une vie d'homme, à réparer les dommages et les pertes, essuyer tout au long de la succession des générations après laquelle je venais. Le sentiment que je ne travaillais pas seulement pour mon propre compte, mais pour celui de ceux qui s'étaient trouvés empêchés par le cours des choses d'histoire, et bien de se reconnaître. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas, et avec la meilleure volonté, se sont trouvés dans l'impossibilité de livrer aux enfants que nous avons été les saines directives qui leur permettraient de s'y retrouver après que justement ils auraient quitté le canton, parmi les expériences traumatiques qui t'ont été épargnées. Pour les deux raisons que j'ai dites, ton âge, ton origine sociale. Celle désolante, accablante, désespérante, de constater que rien de ce que l'on nous a livré en fait de préceptes et de directives ne vaut plus quand on s'est éloigné de 50 km. C'est un autre monde, régi par d'autres rêves, auxquels nous n'avons pas été préparés, dont nous n'avions aucune idée, et au diktat duquel il va falloir se conformer, parce que, toujours par l'effet de l'inégalité, c'est lui qui donne le ton. Ça aurait pu être nous, l'occitan aurait pu être la langue de référence, et le francien, un vague dialecte qu'aurait jargonné les salariés agricoles des grandes entreprises de la Beauce. Thuillier, Frédéric Hill, Brive-la-Gaillarde aurait pu être le phare des peuples, la mire des nations. On serait venu copier nos élégances. Tu te fous de moi, Frédéric Hill. Pourquoi ne pas? À un certain moment, vers le XIe, XIIe siècle, la littérature, la langue écrite, renaît des cendres à quoi s'est trouvée réduite entre le 5e, la fin de l'Empire romain, et le début de la féodalité. Elle renaît en langue limousine. Je vais me vanter. Des gars dont peut-être le nom n'est pas parvenu jusqu'à ton oreille. Bertrand de Born, Bernard, les troubadours. Bah, 14e, 15e avant, 12e. 12e. Il parlait comme parlaient les paysans que j'ai fréquentés. Sauf que, au terme du processus de captation de la puissance, c'est plutôt les dynasties du Nord, les Valois, les Bourbons, et leur langue qui s'impose au restant du pays. Et nous qui avions pu le bercer de l'espoir, de l'illusion, que nous allions être bien-disants, beaux, etc., nous pouvons ravaler au rang d'échauliers lémosins que la grande littérature francophone n'a pas de moins c'est dur pour moquer. Nous sommes porteurs, toi et moi, de toute l'histoire. Et en même temps, comme nous sommes individués et que par suite nous avons disposé d'une certaine liberté, tu as vu le jour à Grenoble, je crois, et bien cette histoire infléchit chaque fois un tour un peu particulier à nos respectives destinées. Donc, tu attends le bon moment pour appliquer, tu entends le mot de Galbraith, ça y est, l'ère de l'abondance a débuté, tu rappliques à tout à l'heure pour en profiter. Au lieu que, bêtement, nous avons répondu à l'appel de notre nom au guichet d'Hélène, alors qu'il aurait fallu faire les sourds, feindre ne pas entendre que nous étions sommés de comparaître. Et deux, tu as là, sous les yeux, au rayon de la bibliothèque, tout ce qui peut aider à y voir un petit peu plus clair et à se bien ou moins mal gouverner dans cette vie. Ça explique bien des choses, si ce n'est tout. C'est pourtant en partant que je me suis affranchi aussi. Sans doute. Sans doute pas de la même façon. Non. Tu avais à t'affranchir d'une tutelle toute faite.